Caravane Bambou. Voilà. Là, quand on voit ton parcours, tu es transfuge de tous les groupes, tu as fait vraiment toutes les bonnes étapes, te retrouver dans les cabarets, après une carrière artistique véritable. Aujourd'hui, peu d'artistes répondent, on va dire, à ce process-là. Quand toi, tu jettes un regard, c'est la première petite problématique, on va dire, de cet entretien. Quand tu jettes un regard un peu sur le parcours que vous aviez en votre temps, et surtout toi qui étais l'un des artistes qui est sorti, en tout cas, de ce sérail-là, quel est ton regard? Ben, les choses évoluent. Hein. Le monde évolue, la musique évolue, la production évolue, tout évolue. Même quand on écoute aujourd'hui, la manière de composer, de chanter, ça évolue. Mais je vais dire simplement que quand moi je commençais, on n'était pas pressé de gagner de l'argent. Il y avait d'abord l'amour du métier. Je vais raconter une petite anecdote. Oui, vas-y. À mes débuts, avant d'arriver à la canne à sucre, avant de remporter Radio Vacances, Vacances Culture et tout ça, j'étais vraiment à mes débuts à Soubré en tant qu'élève. Et puis, j'avais une petite guitare. Je me prenais déjà pour un grand musicien, en fait. C'est quand tu démarres que quelqu'un quand on te dit, ah, tu chantes bien, tu penses que tu es arrivé, en fait. Tout à fait. Et puis, il y avait une émission à la radio nationale, Carte Blanche, qui était produite par M. Charles Kouassi, qui était journaliste sur la radio nationale. Émission très connue. Donc, tous les jeunes débutants passaient par là. Donc, je vais m'inscrire à cette émission. Je quitte Soubré, je viens m'inscrire. Il me donne rendez-vous. Je le rassure. Hein, et il me donne rendez-vous et je viens, je prends ma guitare acoustique. On m'enregistre. Je fais, je crois, 4 ou 5 chansons. Et je repars à Soubré. Et je fais la promo dans mon quartier. Ah oui, attends, c'était la seule radio. C'est ça. Je fais la promo autour de moi. Ah, mais je passe tel jour. Ça passait les jeudis. Je passe tel jour à la radio. Quoi? Tu passes à la radio? Ah ouais. Tout ça que j'ai dit, ça, sont restés branchés à la radio ce jour-là. Pas de rien. On attend plutôt quelqu'un d'autre qui chante à ma place. L'émission n'est pas diffusée. On diffuse une autre émission. C'est-à-dire, il y a un autre mec qu'ils avaient, qu'ils avaient déjà enregistré. On lui passe. Il fallait des programmations, certainement, oui. Frère, ça c'est un début difficile. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je reprends le car de transport, là, tu vois. Je remonte à Abidjan. Je m'avais voir le monsieur. Pourquoi est-ce que mon truc n'est pas passé? Le jour où j'arrive, il est en train de sortir de la radio, il a un petit sac en plastique en main. Ça, je me souviens comme si c'était hier. Il a un petit sac en plastique et il me voit, il me reconnaît à peine, quoi, en fait. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui passent le voir. Ouais. Et puis je lui rappelle que non, je m'appelle un tel, c'était pas, voilà. Et il dit, ah oui, c'est toi qui étais venu, tu as joué, ça devait passer. Et puis... Donc je me dis, tiens, il se souvient de moi. Et sans même me regarder, il continue son chemin, il partait vers le marché du plateau. Tu sais, là, oui, je vois bien. Ouais, la radio n'est pas loin du marché. C'est ça. Donc il partait vers le marché, donc je le suis. Et il me dit, petit, il faut travailler encore. Ça, ce que tu as fait, c'est de la merde. Waouh. Oui, comme ça, bam. Je regarde le monsieur. Mais, j'ai dit, comme si on avait versé un seau d'eau sur ma tête, en fait. J'ai dit, non, il ne peut pas m'avoir comme ça. Donc, je regarde le monsieur, mais je le suis, hein, et je lui dis, tonton, est-ce que je peux attraper votre sac? Parce qu'il tenait un truc, je ne savais pas s'il était dedans. Il dit, est-ce que je peux vous aider? Il dit, non. Puis j'insiste, je lui arrache même le sac. je veux être utile là, la pointe. Tout à fait, ouais. Et c'est ce que je fais. Donc, il me donne le sac. Et puis, je l'accompagne au marché. En fait, c'était ses chaussures qui étaient dedans. Il partait le mettre à un cordonnier pour réparer. J'arrive, je suis à côté, il fait tout ça. Je reviens encore avec lui vers la radio. Je lui parle. Je dis, non, je veux cette émission. Il faut me reprogrammer. Il dit, on va voir. On verra. Ce monsieur, lorsque je remporte Radio Vacances quelques années après, le député Charles Danwayi invite la presse à Soubré. C'était un événement. Il faisait partie des invités. Il est venu à Soubré pour moi, du coup. Moi et mon groupe. C'est ça. Et il avait oublié ça. C'est ça. Et c'est moi qui lui rappelle
Et on fait un concert live devant les invités, pour les invités. Et je lui rappelle, je vais le trouver après, je dis, Monsieur Charles Kouassi, c'est le petit là que vous aviez... Est-ce que vous avez demandé de travailler à nouveau, en fait, que vous aviez auditionné aussi. Voilà, et puis je lui rappelle, vous partiez voir votre cordonnier, et j'ai pris le sac pour vous accompagner. Il dit, ah oui, non, c'est pas toi. Je dis, si, c'est moi. Il dit, alors là, franchement, c'est le jour et la nuit. Quelle évolution. Félicitations, mon petit. Tu vois, ce sont des choses, c'est pour dire qu'il ne faut pas baisser les bras, en fait. Ça, c'est clair. Quand tu aimes la chose, à fond, voilà. C'est clair que cet épisode aurait pu quand même, on va dire, atténuer tes ardeurs. Ah oui, ah oui. Mais tu t'es dit, il faut que je me batte, il faut que j'y aille. Mais quelque part, quand tu vois ton parcours artistique, et là c'est une question assez cruciale qui va nous permettre en tout cas d'aller dans le vaste champ politique. Et quand tu vois cette carrière artistique, toi qui as commencé vraiment, on va dire, au bas de l'échelle, aujourd'hui tu n'as pas l'impression que ta carrière artistique a été éclipsée par ton engagement politique? Non, 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 non. C'est dommage que souvent on pense comme ça, mais tu poses la question à juste titre. Hein. Tout à fait. C'est dommage que souvent on pense comme ça parce que quand on regarde bien l'actualité sur le plan international, que ce soit Beyoncé, Jay-Z, tout cela, quand il y a les élections aux États-Unis, on voit des candidats, que ce soit avec Trump, on voit des artistes connus, s'engager auprès de certains. S'engager. Ouais, ça n'a jamais causé un problème, si ce n'est en Afrique qu'on a ce genre de soucis. Moi, je ne réfléchis pas comme ça et j'ai mes convictions. Et à un moment donné, on m'a dit, mais tu chantes bien et tout, les gens ils t'aiment, pourquoi tu vas sur ce chemin-là? Je n'ai vais sur aucun chemin. En fait, ils n'ont pas compris que j'ai toujours été comme ça, en fait. Mon premier album, je l'ai sorti en 92, où il y a Fabe A, il y a les, ce qui m'a fait connaître. Cet album, le titre, c'était quoi? Le combat. C'est ça. Voilà. Aucune personne ne m'a demandé, mais pourquoi ce titre? Bon, à l'époque, dans les interviews, on me posait la question, mais puis les gens ne se souvenaient plus. J'ai toujours été engagé quelque part, en fait. Le deuxième titre, le deuxième album, il y a eu un titre dessus. Je ne connaissais même pas le président Laurent Gbagbo. Il y a un titre dessus, parce que l'album existe toujours, qui est En toute tranquillité chez le voisin. Je dénonçais les jeunes filles que les personnes prenaient pour aller en Europe, soit pour être bonnes ou pour surveiller les enfants. Et elles arrivaient, on confisquait leur passeport, elles ne pouvaient plus se mouvoir. Ça, à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, ça a beaucoup existé. Je crois que ça existe encore un peu, mais à l'époque, c'était vraiment... Je parlais de ça. J'ai chanté ça en toute tranquillité chez le voisin. C'est le titre de cette chanson. J'étais déjà engagé. Mais là, ton engagement était sur des sujets, sur des thématiques sociaux, pas sur des sujets politiques tout de même. Oui, mais les sujets politiques viennent du social. Ok. Quelqu'un qui dit, je vais faire du bien aux populations, ou je vais faire ceci ou cela pour que les populations soient bien, c'est du social quelque part. C'est lui qui parle de politique, mais les populations ne parlent pas de politique. Ils veulent le bien-être. Voilà, ils veulent leur bien-être. Et donc, moi, je pars dans ça. Et quand je me rends compte que le président Laurent Gbagbo a sur un programme, et en plus de ça, quand je me rends compte de son histoire personnelle, alors qu'on nous a dit à l'époque, peut-être pas pour tout le monde, mais moi en tout cas j'ai entendu beaucoup dire que pour être président de la République, pour être ministre, pour être ceci, cela, tous ces grands titres-là, il fallait être fils d'eux. Il fallait être l'enfant d'eux, fille d'eux. Et quand je vois l'histoire du président Laurent Gbagbo, je suis séduit. Je dis, ah ouais, donc on peut aller à l'école. Je parle de son époque, bien sûr, de son époque à lui, en attachant un pagne au cou, parce qu'on n'a pas, les parents n'ont pas les moyens d'acheter l'ensemble scolaire, kaki. On peut avoir un pagne au cou ou avoir son kaki qui est à moitié usé, aller dans le marché de son quartier, tendre la main aux femmes qui vendent de la tchéké, faire semblant de goûter pour pouvoir l'acheter, alors que derrière son esprit, il cherche, il veut être rassasié un peu quand même pour repartir en classe. Avoir toute cette stratégie pour survivre. Là, tu es en train de parler de la vie du président Laurent Gbagbo. Tout à fait. Et c'est lui qui t'a raconté ça ou bien c'est un ouvrage?
Il m'a raconté en partie, mais je crois que c'est quand même beaucoup de personnes savent ça en Côte d'Ivoire, mais on parle beaucoup, lui et moi, et il me raconte beaucoup sa vie. Et ça, voilà. Donc, et dans certains détails peut-être, un peu plus. Et donc, je vois ce personnage, je dis, mais c'est pas possible. Donc, on peut venir de là et puis être président, quoi, en fait. Donc, c'est tout ça qui m'amène à m'attacher à l'homme. C'est vrai que là, tu vois en lui des valeurs. Tu vois son parcours qui est pour celui d'une personne qui vient d'une famille modeste. Mais c'est à quel moment s'enracine véritablement ton engagement auprès de l'homme politique qu'il est? Mais il y a eu aussi cette crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2002. Tout à fait. Voilà. Et puis, quand Annie Tchélé et moi, on se rencontre, on n'est pas proche du président Laurent Gbagbo. Vous rencontrez en quelle année déjà? Oula. Ça pour se situer dans le temps. Oui. Le temps que tu relates un peu. Comment est-ce que cet engagement se met en place? Déjà en 96, 97, 98, je crois. Ok. Et puis, notre relation a commencé véritablement en 99. Ok. Donc, le président Gbagbo n'était même pas au pouvoir. Tout à fait. Voilà. Il est venu au pouvoir en octobre 2000. Voilà. Et puis, il se passe tellement de choses à cette période-là, à cette époque. Ce qui m'a plus marqué à cette époque, en dehors de beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts, ou qui ont eu des problèmes, il y a eu la mort de mon frère et ami Marcelin Yassé. Ça a été aussi un déclic, en fait. Et puis après, je pars en voyage en Europe pour une tournée. Et le président, Annie avait son émission à la RTI. Elle avait déjà son émission et il cherche à la rencontrer parce qu'il trouve qu'elle a du talent, qu'elle a du mérite et tout ça. Et j'étais en plein voyage et puis elle me téléphone un soir, elle me dit, ah tiens, devine qui veut me rencontrer? Je dis, le président Laurent Gbagbo. Ouais. Ah mais c'est bien, c'est génial. Donc quand elle va le rencontrer, et c'est lui qui lui dit, dans leur échange, mais on m'a dit que tu sors avec un artiste là. Elle dit oui, effectivement. Et ça, il dit à Annie, mais c'est un artiste qui me plaît beaucoup, il me rappelle Jimmy Hyacinthe. Ce sont ses mots. Il me rappelle Jimmy Hyacinthe parce qu'il fait beaucoup de recherches et j'aime beaucoup ce qu'il fait, cet artiste. Il est là en ce moment. Elle dit non, non, il est parti en tournée, il est en voyage. Et il lui dit, mais dès qu'il rentre, je veux le voir. Voilà comment je rencontre le président Laurent Gbagbo pour la première fois. Voilà. Et puis... Moi, j'aime tellement quand on relate les premières rencontres. Ben oui, c'est comme ça. Cette première rencontre avec le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est président de la République, c'est-à-dire toi, Annie, vous connaissez en 98-99. Annie, qui est présentatrice télé, donc sur la RTI, avec son émission, je crois, c'était Entre nous, une émission qui cartonnait. Elle va rencontrer le président Laurent Gbagbo et il se trouve que toi, tu es le compagnon d'Annie Tchélé et le président demande à te voir. Là, nous sommes, on va dire, autour de 2001 ou 2002? Non, oui, 2002. 2002. Avant la crise ou après la crise? C'était avant la crise. Avant la crise. La crise est intervenue en septembre 2002. Voilà. Donc, lorsque tu vas voir le président Laurent Gbagbo, 2 ans après son accession au pouvoir, les premiers échanges se passent comment? Ah non, tout de suite... c'est quelqu'un qui aime les gens. Surtout, il aime tous les gens, mais les artistes particulièrement, parce qu'il a aussi quelque chose d'artistique en lui. Il est musicien, il joue un peu au piano, il joue un peu la guitare, il est écrivain, et voilà, il a écrit des livres et tout. Donc il a cette fibre-là aussi. Et puis, honnêtement, quand on s'est vu, il m'a dit clairement, il m'a dit, écoute, je t'aime, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ton travail. Je vois que tu mets du sérieux dedans. Et tout de suite, on a commencé à avoir une relation. Au début je l'appelais... j'ai failli l'appeler papa. J'ai démarré comme ça. Il m'a dit, non. Moi, mes amis, c'est moi qui les choisis. Et je crois que c'est pareil pour toi. Considère que tu es mon ami. C'est fort, ça. Ah oui. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Je le tutoie. Quand on se parle, je le tutoie, sauf quand il y a du monde. Et parce qu'il a voulu ça. Il m'a dit, je suis ton ami. Et à plusieurs reprises, quand il m'a présenté à ses amis, quand il me fait appel à la résidence,
et qui veut me voir, ou quand on se rencontre et qu'il a des gens autour de lui qui viennent d'un peu partout à travers le monde, et il me présente en tant que son ami. Il dit, je vous présente mon ami. Il s'appelle François Kensi, c'est un des artistes talentueux de mon pays. Et chaque fois, il a une référence après, bon, là, longtemps après, quand j'ai sorti la chanson Dialoguons pour la paix, avec paix à son âme, le vieux Paul Bernard. Tout à fait. Voilà. Cette chanson, c'est une de ses préférées dans mon répertoire. Donc, il ne se lasse jamais de dire aux gens, c'est le seul Ivoirien qui a allié la musique traditionnelle au violon de Vienne. Ça, c'est chaque fois, il répète ça à tous ses amis quand je suis là, en fait. Et pour la petite histoire, quand je suis allé le voir les premières fois quand il est arrivé à La Haye, c'est comme ça qu'il m'a présenté à Jean-Pierre Bemba. Quand il était là, quand Bemba est descendu, il a dit à Bemba, je te présente mon ami. Il s'appelle François Kensi, c'est le seul, il répète chaque fois, c'est le seul qui a pu faire ce mélange de violon et de tourou. Le tourou, il explique maintenant le tourou, ce que c'est et tout à Jean-Pierre Bemba. Voilà, ça c'est comme ça qu'il est. C'est-à-dire, il parle avec son cœur, il est... Voilà, bon, c'est cette simplicité-là qui pour moi, ça m'a convaincu, ça m'a... Voilà. Lorsque justement on est en face d'un président de la République qui vous dit tout de suite, tu es mon ami, oui. Comment on vit ces heures de gouvernance? Parce que là, faut être sincère, moi je suis l'ami du président de la République, comme ça a été ton cas et comme c'est l'est toujours. En 2002, le président Laurent Gbagbo est resté au pouvoir jusqu'en 2011. Comment est-ce que tu vis, on va dire, ce statut d'ami du président de la République? Comment tu le vis? Moi je vivais ça beaucoup, pour ceux qui me connaissent vraiment, très laid back, tu as vraiment en retrait. Avec beaucoup de recul. Ah oui. Je ne suis jamais rentré dans... Personne ne va témoigner en Côte d'Ivoire. Qu'on a vu François Kensi dans un bar climatisé ou dans un endroit public et où s'est tapé la poitrine. Moi, si tu sais qui je suis, moi, jamais. Non, mais après, même au vu de l'échange qu'on est en train d'avoir, pour beaucoup, certainement, tu es rentré en griffe. C'est vrai que c'est par le canal de ton épouse que tu rencontres le président Laurent Gbagbo. Oui. Mais le fait qu'il te fasse déjà la sympathie de son amitié, c'est tellement fort. Mais pour beaucoup, on se disait que tes rapports ne tenaient qu'au fait que, par rapport à ton épouse, au fait. Non, alors que vous aviez vraiment des rapports privilégiés. Non. Et forcément, dans cet état des faits, tu as eu vraiment ce recul, tu as été dans ton coin et tu as continué à avoir de l'admiration pour l'homme. Jusqu'à ce qu'il soit arrêté, justement, en 2011. Et comment cette longue marche, cette longue lutte, toi qui vivais à Bruxelles, en Belgique, à 1h30, 2h pratiquement de La Haye, tu allais le voir combien de fois? Ouh là là, je sais. Dans le mois. Ah non, je sais plus. Non, dans le mois. Non, c'est pas une question de mois, mais en tout cas, je ne faisais pas 3 mois sans aller le voir à La Haye. Voilà, régulièrement. J'y allais, mais c'est ça. Pour revenir au rapport, moi, j'ai un rapport avec lui très simple en fait. Et je crois que le président Laurent Gbagbo, il va avoir plus d'admiration, de respect pour toi. Si toi-même tu te prends au sérieux, si toi-même tu sais où tu vas. Pour le peu que je sais de lui, il va avoir du respect pour toi parce que tu sais où tu vas, tu n'es pas un suiveur. Le président Laurent Gbagbo ne m'a jamais demandé par exemple d'écrire une chanson pour lui. Jamais. Mais vraiment jamais. Tout ce que j'ai fait et qu'on entend son nom là-dedans, je l'ai fait et il a découvert. Tu vois? Donc c'est ce rapport-là que j'ai avec lui. Et quand une fois qu'il est arrivé à La Haye, évidemment, pour répondre à ta question, j'y allais régulièrement, autant que je pouvais en tout cas. Je me demande les premières fois, excuse-moi de t'interrompre, mais la première fois où tu vas le voir à La Haye, oui. Comment ça se passe les échanges? Ah oui, non, la première fois, je me souviens quand je rentre, au départ, il y avait une petite salle. Après, ça a changé. Avant, c'était dans des box, des petites chambres. Voilà. Tu allais, il y avait une chaise, une table, et puis après, il venait te rejoindre. Et puis, il arrive, je crois, 20 minutes après que je sois arrivé, il descend, il me voit. Je vois un monsieur qui a l'attitude qu'il avait avec moi au pays. Parce que moi, je m'attendais à quelqu'un qui est cassé, qui fait pitié un peu. Non, c'est lui, quand il me voit, il ouvre ses bras. Alors, François, et on se prend dans les bras. Ça a duré quelques secondes. J'ai évité de pleurer, parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Et puis, on s'assoit, il me dit alors les nouvelles. Je dis, ah, le boss. Moi, je l'ai toujours appelé le boss, en fait. Même s'il me demande...
il accepte mon amitié, il me donne son amitié. Tout à fait. Mais voilà, je ne vais pas l'appeler Laurent Gbagbo. Non, non. Je l'appelle le boss. Et je lui dis, mais le boss, tu me demandes comment ça va. Toi-même, on est venu te voir en prison. Tu es en prison, toi, tu me demandes comment ça va. Il dit, François, ça, ce sont les choses de la vie. Wow. Ce sont des choses de la vie. C'est la vie là qui est là comme ça, François. Et je regarde le monsieur, et c'est là où la première fois il me dit, parce qu'on rigole beaucoup quand même en prison, pendant que j'allais le rencontrer, et là il me dit, tu sais, les gens là même, tu sais, ils m'ont amené 2-3 personnes pour me demander où j'ai planqué l'argent. Et il dit ça en riant. Il dit, mais François, je leur ai dit simplement, si vous trouvez, prenez tout. J'ai éclaté de rire. Ouais. Il dit, si vous trouvez, prenez. Moi-même, c'est moi, Laurent Gbagbo. Envoyez un papier, je vais signer. Je dis, si vous avez trouvé mon argent quelque part, prenez. Sinon, mon seul compte, c'est à Abidjan. Et là, je voyais un autre personnage, en fait, qui est même dans la douleur, en prison, il reste la tête haute. Et ça, non, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes comme ça. Voilà. Pour répondre à ta question. Et moi, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Il me l'a toujours bien rendu. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, les gens pensaient que... je l'ai même plus vu seul, de seul à seul, qu'avec avec Annie ensemble pour le voir.